et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est encore très courant. On va parler de l'impact des séparations et des divorces sur les enfants. On va vraiment passer du temps à expliquer le processus de ce changement-là chez les enfants. C'est souvent quelque chose qu'on ne remarque pas parce que autant comme parents qu'on essaie de protéger nos enfants, lors de cette transition, les enfants essaient de nous protéger et ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment. Donc aujourd'hui, comme invitée, j'ai Jamila qui va nous parler de son expérience en tant que travailleuse sociale et en tant qu'éducatrice à la petite enfance. Bonjour Jamila, merci de te joindre à nous et puis parle-nous un peu de ce que tu fais présentement dans ton travail. Alors bonjour Danielle, bonjour à tous. Mon nom c'est Jamila, j'étais éducatrice à petite enfance pendant 18 ans et présentement je suis travailleuse sociale. Alors si je parle de mon expérience dans le domaine et en rapport avec ce sujet-là, oui. Le divorce, comme on sait tous, que c'est un grand changement. C'est un bouleversement dans la famille qui touche à tous les membres de la famille, les parents comme les enfants. Et comme tu viens de le dire là, que les enfants aussi, il y a un grand impact sur les enfants. Autant qu'éducatrice, moi j'ai vu beaucoup d'enfants, 18 ans là, j'ai pas mal passé des années. Je travaille avec les maternelles jardins, avec pas mal de groupes d'âge différents. Ce qu'on peut voir que l'enfant vit ça très difficilement. C'est que c'est un moment, il y a des moments où il se trouve du jour au lendemain avec un parent. Il manifeste ça par beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, qui peut-être des fois, il ne peut pas mettre les mots là-dessus. Exactement. Et c'est justement ce qu'on va dire. On va passer à une pause très rapidement et on va pouvoir continuer le sujet. Lorsqu'on revient, on parle de vraiment l'impact sur l'enfant lors d'une séparation ou d'un divorce. On se revoit bientôt. Voilà de retour à la réalité de la parentalité. Juste avant la pause, on a parlé un peu du portrait de famille lorsqu'on vit une séparation ou un divorce et l'impact que ça a sur les enfants. Les statistiques sont en train de changer présentement sur les taux de divorce et avec la pandémie qu'on a eue les 2 dernières années, les gens commencent à dire que les statistiques ne sont peut-être pas exactes parce que les cours n'avaient pas la disponibilité pour compléter tous les cas de divorce, alors ça l'augmente. Il y a eu des cas où ça allait jusqu'à 58% des cas de divorce en Amérique du Nord. Donc, ça a un gros impact. Et Jamila, on va parler présentement de ce que j'ai appris, moi aussi, qui peut être un choc pour les parents, c'est qu'on travaille beaucoup à protéger nos enfants lorsqu'on vit un divorce ou une séparation, mais les enfants, eux, essaient de nous protéger comme parents. Donc, ils ne nous disent pas que ça ne va pas bien pour eux. Alors, j'aimerais que de ton expérience en tant que travailleuse sociale et éducatrice à la petite enfance, c'est quoi vraiment l'impact au niveau du développement de l'enfant lorsqu'il y a une séparation ou un divorce? Alors, quand on parle de l'impact sur l'enfant, il y a l'impact à long terme comme à court terme. À court terme, ça se manifeste par qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va à l'école, qu'est-ce qu'on va à la maison, juste après le divorce. Comme je dis, c'est différent d'un enfant à l'autre. Aussi, c'est différent ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, comment il le vit. Mais ça touche à tous les sphères de développement de l'enfant. Si je parle de ça, je parle au niveau cognitif, au niveau affectif, au niveau social, au niveau physique. Si je donne des exemples, je vais dire cognitif, on voit dans le rendement scolaire, leur concentration. Ouais. Ça affecte beaucoup leur concentration. Ou bien, si je parle au niveau social, on voit des enfants qui s'isolent. Ils ne veulent pas se faire des amis ou bien ils sont toujours dans le coin. Ou au contraire, c'est qu'ils veulent tellement extérioriser qu'est-ce qu'ils vivent là, qu'ils parlent. C'est comme, il y a des fois, ça affecte comme au niveau social, c'est que les amis s'éloignent d'eux d'une manière ou d'une autre.
Si je parle de niveau affectif, c'est l'estime de soi. Des fois, on trouve que l'estime de soi pas mal, et ça se baisse avec le temps, sa vision aussi du monde, de soi-même. Si je parle au niveau affectif, au psychologique, à ce moment-là, je parle aussi de la tristesse qu'il vit, la colère en soi, le sentiment d'abandon, qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont le sentiment de culpabilité. Tout c'est différent, mais je trouve que la question fondamentale qui se pose, chaque enfant, qu'est-ce qui va m'arriver? Tellement c'est gros, qu'est-ce qu'il vit là, il ne sait pas qu'est-ce que, il est dans l'inquiétude. C'est un sentiment que je peux résumer dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va m'arriver après que papa n'est pas là, ou maman n'est pas là, ou des fois, on le voit dans leur, ce soit dans leur dessin, quand ils sont petits, là, on voit dans leur dessin. Mon expérience en tant qu'éducatrice, là, après, dans mes premières années comme éducatrice, là, j'avais une petite fille de 4 ans, maternelle, sa première année à l'école, et je pense aussi que c'était l'été que ses parents sont divorcés. On est rentré au mois de septembre, ça a pris comme, je pense, 6 mois. La petite, à chaque récré, soit le matin, soit à midi, soit à la récré de l'après-midi, elle se sauve de l'école. Et à certains moments, quand on l'approche, mais pourquoi tu fais de l'école? Tu sais que c'est dangereux, tu passes la route, ça se peut que tu vas, une voiture qui va te frapper et tout. Tu expliques. Mais papa, il me manque, je vais aller voir mon papa. Il habite juste dans l'autre coin. Là. On sent que ce sentiment-là, c'est comme papa qui le manque. Alors, tout ça, ça dépend de comment la famille, les parents surtout, gèrent cette situation-là. Et comment on peut aussi passer le message à l'enfant. C'est ça que très, très important, que les choses soient claires pour l'enfant. Oui, c'est ça. Souvent, c'est pas clair pour eux, surtout s'il y a un parent qui doit s'absenter. Ils ont cette inquiétude-là que l'autre parent pourrait partir aussi. Donc, eux, ils sont vraiment pris entre les deux. Et on a encore un peu de temps avant la pause. Si tu peux m'expliquer un peu si tu as d'autres exemples d'expériences d'enfants, parce qu'il y a aussi les enfants plus âgés qui ont déjà vécu des moments en famille et que là, ça, c'est fini. On n'aura plus ces temps-là. Alors, qu'est-ce que toi, tu vois dans ces cas-là? Surtout, des fois, à l'approche comme des fêtes, la période des fêtes, on voit que les enfants, comment il y a un sentiment de... cette joie-là, ça diminue un petit peu, cette joie de fête-là, de parler un petit peu de Noël, ou de parler des événements familiaux là, qui se passent. C'est comme s'il fuit cet événement-là d'une manière ou d'une autre. Aussi, il y a... Ça dépend aussi de des fois, la manière que s'est passé le divorce. Des fois, quand il y a la violence au niveau familial et tout, là, pour un enfant, c'est un soulagement. Comme quand le parent quitte la maison, là, pour l'enfant, il y a moins de tension à la maison. C'est une sorte de soulagement pour lui, là, comme il n'y a pas de chicane à la maison, il n'y a pas de criage à la maison. C'est comme... des fois, ça lui fait comme un sentiment de... Mais dans toutes les situations, l'enfant vit ça très, très difficilement. Il faut garder l'œil là-dessus. Il faut aussi travailler comme parent là-dessus. Et je pense qu'à toutes les personnes qui travaillent avec cet enfant, que ce soit l'école, que ce soit la communauté, que ce soit son médecin de famille, d'y aller chercher toujours de l'aide. Oui, c'est là que c'est important d'avoir l'aide des autres parce que, comme je disais tout à l'heure, les enfants ne vont pas exprimer ce qu'ils ressentent vraiment. Il y en a qui n'ont pas encore les mots pour l'exprimer, mais pour les plus vieux, ils veulent tout simplement n'en parleront pas ou ils vont faire semblant que tout va bien, encore une fois, pour protéger. Mais à l'extérieur du foyer, à l'extérieur de la maison, des fois, ça va sortir. Donc, c'est là que, oui, tu as raison, les enseignants, les médecins ou peu importe, les travailleurs,
travailleurs sociaux qu'il y a des fois à l'école, peuvent remarquer des petits indices, des petits drapeaux rouges. C'est là l'importance de communiquer avec les parents, de garder cette communication-là ouverte aussi. Alors, on va passer à une pause rapidement et puis au retour à la pause, on va parler de comment les parents des choses qu'ils peuvent faire pour aider l'enfant à bien s'exprimer, à bien vivre, on ne peut pas dire bien vivre, mais à mieux vivre ce moment difficile et comment est-ce que les parents peuvent aller chercher des ressources que peut-être ne sont même pas au courant, qui sont disponibles. Parce que souvent, dans ces moments-là, on est en mode survie encore et on est tellement concentré sur nos propres émotions et on est tellement concentré sur protéger les émotions de nos enfants qu'on oublie d'aller chercher des ressources ou on n'en veut pas en parler. Alors, on va parler de ça au retour à la pause. On se reparle bientôt. Bonjour, de retour à la réalité de la parentalité. Avant la pause, on a parlé de l'impact qu'une séparation ou un divorce a sur un enfant et que souvent l'enfant ne va même pas exprimer ses émotions, il ne va pas dire ce qu'il vit personnellement parce qu'il veut protéger ses parents. Et maintenant, on va passer à ce que les parents, des suggestions que Jamila a pour comment les parents peuvent comment je pourrais dire, soulager l'enfant un peu, des choses qu'on peut faire pendant qu'on est en train de vivre toutes nos émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour aider les enfants? Il ne faut pas oublier aussi que souvent, on pense que quand nos enfants sont plus vieux, ils vont comprendre. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que moi, j'ai vu récemment, je dirais dans les 3 dernières années avec les clients que j'avais. C'est les adolescents et les enfants adultes qui, finalement, disent « Non, on n'était pas correct. » Mais on ne voulait rien dire parce qu'on voulait pas, parce qu'on voyait que nos parents souffraient. Alors, si tu peux partager avec nous qu'est-ce que les parents peuvent faire pour soulager un peu le fardeau des enfants et que les enfants vont ressentir. Parfait. Alors, si on parle de... Enfin, donc, le divorce, ça affecte, comme je dis tout à l'heure, ça affecte toute la famille, les parents, comme les enfants. Mais il faut, à ce moment-là, c'est un événement, c'est un changement, c'est un deuil pour les parents aussi qu'ils fassent là. C'est un deuil de fin de mariage. Mais dans tout ça, il ne faut pas oublier que l'enfant, il vit ça, peut-être, je peux dire, doublement au niveau émotionnel, au niveau de l'impact de ce divorce sur lui. Alors, comme parents, on peut chercher de l'aide. C'est très, très important de chercher de l'aide là, si on n'est pas capable de passer à travers ça. Mais avant tout, là, les parents ont contrôle sur 3 facteurs. 3 choses qui sont... si je peux faire résumer tout ça dans le premier facteur, ça sera le degré et la durée de l'hostilité entre les parents. Ouais. Le temps que l'hostilité est longue et assez intense, là, l'enfant vit ça très, très difficile. Et je vais mettre entre parenthèses que les procédures judiciaires, ça n'aide pas des fois. Parce que on rentre dans le blâme, on rentre dans les récompenses, les compensations, tout ça. Là. Alors, ça fait juste élargir un petit peu le trou de l'hostilité entre les 2 parents et ça affecte pas mal l'enfant. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment, vraiment mettre l'enfant comme une priorité et chercher à travailler tous les 2 dans l'intérêt de l'enfant. Si je vais aller dans le deuxième facteur, ou le deuxième facteur que le parent a le contrôle là-dessus, ça sera la qualité parentale. De pratique parentale. Si je peux dire, je veux dire par ça là que on essaye de faire le maximum pour garder l'ancienne routine pour l'enfant. Qu'on ne fait pas de grands changements dans sa vie. On essaye d'établir des limites. Qui veut dire un parent qui n'est pas là, ou je suis seule avec mon enfant, que je laisse faire tout ce qu'il veut, là, ou bien il passe par là, par ces moments-là, il faut que je laisse faire qu'est-ce qu'il veut. Mais donc, de faire un encadrement pour gérer
frustration, en cas de frustration. Parce que l'enfant, il y a des moments où l'enfant il manifeste vraiment des comportements indésirables pour le parent. Oui. Alors à ce moment-là, il faut aussi faire une discipline efficace pour contenir toutes ces émotions, ainsi que l'aider à l'enfant à sentir que OK, je vais ça, mais il ne faut pas que je fasse ça. Exactement. Il faut être efficace et consistant aussi. Et surtout ça. Parce que des fois, on a peur de les fâcher. Mais, ou surtout, des fois, si on peut avoir une communication efficace avec l'autre parent, qu'on regarde les mêmes routines, qu'on regarde les mêmes, ça sera plus facile pour l'enfant de passer à travers. Comme ça, on ne dit pas que chez papa, ça se passe comme ça, chez maman, ça se passe comme ça. Il sait qu'il y a des différences, mais on va essayer de faire le maximum pour garder les mêmes routines. Ces choses aussi, là, dans les deux maisons, là, qu'il va avoir ces choses dans les deux maisons, si un des parents a quitté la maison, pour qu'il puisse se sentir chez lui, soit il donne le parent, chez la mère ou chez le père. C'est ça. Si je vais aller aussi dans certaines... c'est de montrer aussi à l'enfant là que c'est correct de vivre ces émotions. Oui. C'est correct d'accepter. D'accepter ces moments aussi de l'enfant quand il verbalise et ces moments aussi de silence. Parce que, comme tu dis, là, je t'ai dit, là, il y a des enfants qui manifestent par le silence, surtout les plus vieux, là, pour protéger leurs parents. Exactement. Alors, c'est aux parents de respecter ça, là, et de savoir, prendre qu'est-ce qu'il nous dit avec les bras ouverts. Et aussi, comme dans des moments de silence, aussi de respecter ça, là. Ça lui appartient, là, il va le vivre à sa façon, mais je suis là et quand il a besoin de moi. Exactement, c'est de dire je respecte ton temps, mais je suis là si tu as besoin. Et c'est là qu'on peut voir aussi si on a besoin d'aller chercher de l'aide à l'externe. Si les moments de silence sont un peu trop longs. Exactement. Ou le contraire, si l'agressivité puis la colère ressort plus. C'est dans un moment-là, je crois que l'aide d'un professionnel est nécessaire. Ou aussi, qu'est-ce qui peut jouer aussi un rôle très, très, très important, c'est le milieu, d'avoir des amis, d'avoir la famille autour, là, papa, le grand-papa, la grand-maman, joue un rôle là, fondamental pour aider cet enfant à passer à travers. Et s'il ne peut pas verbaliser qu'est-ce qu'il vit avec maman ou avec papa, il peut le verbaliser avec quelqu'un qui est de la famille ou un ami. C'est quelqu'un à qui il peut faire confiance. Exactement. Ça, c'est très important. Je te remercie. On va passer à une petite pause et au retour, on va compléter le sujet. Et Jamila va nous donner des bonnes ressources pour si jamais on a besoin d'aller à l'externe pour aller chercher de l'aide. On se revoit bientôt. Bonjour à la réalité et la parentalité. Avant la pause, Jamila nous a parlé de certaines choses que les parents peuvent faire pour faciliter un peu la transition pour les enfants lors d'un divorce ou d'une séparation. Tu avais parlé de 3 choses dont le parent a le contrôle. Donc, on peut passer à la 3e chose. Si tu peux nous partager ça, je suis certaine que les parents veulent savoir c'est quoi cette 3e chose-là. Une chose qui est aussi très, très importante, c'est la relation parent-enfant. Oui. Et c'est fondamental. Je veux dire que c'est de prendre le temps de passer du temps de qualité 1 à 1 avec ton enfant. C'est très important de montrer de savoir que même si la situation a changé, mais l'amour qu'on porte pour nos enfants c'est toujours le même. De rappeler toujours qu'on l'aime parce qu'il veut le savoir, même s'il le sait, il veut l'écouter. C'est une assurance pour lui. C'est de s'engager comme parent. C'est un facteur, si je peux dire, comme la relation parent-enfant, c'est un facteur de protection. Comme un engagement parental de passer du temps avec ton enfant, temps de qualité, de l'écoute active, l'écoute où tu vas prendre en considération ses émotions, qu'est-ce qu'il vit, et même l'ambivalence de ses émotions. Des fois, l'enfant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il vit exactement. Et des fois, essayer même de mettre des mots là-dessus.
je sais que tu es triste, je comprends que tu es triste ou que je sais que tu es fâché. Et de lui expliquer avec des mots d'enfant, là, même quand aussi ado, là, comme le fait de commencer juste même, comme j'ai dit tout à l'heure, de respecter ces moments de silence. Oui. Mais c'est un moment aussi d'être aussi parent, d'expliquer tous les coups de l'enfant qui sont positifs, de mettre l'accent là-dessus, là. C'est très important pour son développement de savoir que il est apprécié par les deux parents, qu'il est accepté tel qu'il est, que la situation a changé, mais l'amour qu'on porte pour nos enfants, que les parents nous portent là, c'est toujours le même. Ouais. Assez fort, assez inconditionnel aussi. C'est un amour qui est fort, inconditionnel. Et à travers ça, là, on peut faire des activités avec l'enfant, soit sportives, soit de loisirs. Juste passer du temps là, de qualité avec ton enfant. Exactement. C'est tellement important. C'est très, très, très important, justement. Puis juste avant de terminer, est-ce que tu aurais quelques ressources à nous partager pour les parents qui voient qu'ils auraient besoin de l'aide extérieure lors de ces transitions-là? Enfin, le plus important dans tout ça, là, c'est un processus qui est lent. Le divorce, c'est un processus aussi qui affecte, comme j'ai dit, qui affecte tous les membres de la famille. Mais c'est très, très important aussi de chercher des ressources externes. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, nous, comme parents, c'est les trois choses qu'on a de contrôle, mais il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, là, à ce moment-là. Et c'est très important de chercher l'aide d'un professionnel de santé. Si je parle de ça, je parle d'un psychologue, je parle d'un travailleur social, je parle même de voir avec les procédures judiciaires, enfin, qui met l'accent sur l'intérêt de mon enfant. Et tout ça, là, ça se fait. Et si je peux dire quelques ressources que je vois pour les plus vieux, surtout, là, c'est la ligne J'écoute. La ligne J'écoute, oui. C'est une ligne 24/24, 7/7. L'enfant, il peut s'exprimer. C'est un moment pour l'enfant s'exprimer. Même le parent aussi, là, parce que c'est pas difficile. C'est aussi difficile pour le parent, là, qui des fois, il a besoin aussi, lui, de s'exprimer. Mais j'ai une ressource aussi à Ottawa, que je trouve santémentale.ca. Santémentale.ca, excellent. C'est un bureau de service à la jeunesse d'Ottawa. Excellent. Et ça, c'est se trouve à Ottawa. C'est un service qui offre de l'aide communautaire, de l'aide au niveau thérapeutique, au niveau counseling, au niveau ça touche à toutes les sphères là, qui peut aider l'enfant et le parent à passer à travers. Excellent. Je te remercie beaucoup, Jamila, d'avoir partagé toutes ces belles ressources avec nous. Et puis, comme vous voyez, c'est un sujet qui est élaboré, assez long. Alors, allez chercher vos ressources et on peut continuer la conversation sur ma page Facebook de Being Connected. Et si vous avez besoin d'aide, n'ayez pas peur d'aller en chercher. On se revoit bientôt. Merci, Daniel. Et toutes les études qui ont faites là, que les enfants qui viennent d'ailleurs et qui parlent leur langue maternelle, ils ont beaucoup plus d'avance au niveau intellectuel par rapport aux enfants qui n'ont pas cette opportunité de préserver de parler leur langue maternelle. Ouais. Et c'est de là qu'on voit dans nos écoles qu'on encourage tellement les parents à parler avec leurs enfants leur langue maternelle.